Un enfant de 10 ans est abandonné par ses parents lors d'un déménagement, enfermé à l'intérieur de l'ancienne maison vide sans eau ni nourriture. Quelques jours plus tard, un nouveau propriétaire mystérieux arrive à la maison et trouve l'enfant dans un état choquant. Quelque chose d'incroyable se produit. Non, s'il vous plaît, ne partez pas sans moi. Et revenez. Papa, maman, Clara, je suis là. Ils m'ont laissé derrière. S'il vous plaît, revenez. Ne me laissez pas seul, criait le petit Nicolas, d'une voix grave, à peine 10 ans, tout en frappant avec force la vitre épaisse de la fenêtre du salon. Ses petits bras, minces et tremblants, insistaient à frapper le verre, même s'il savait que personne ne l'entendrait d'où il était. Ses yeux, emplis de larmes, ne quittaient pas la voiture qui s'éloignait de plus en plus. C'était la voiture de sa famille, chargée de cartons et de valises attachées sur le toit, le déménagement. Elle partait. Elle partait sans lui. Nico resta là, immobile comme une statue, pris au piège entre l'espoir et le choc. Il était sûr qu'à un moment donné, la voiture freinerait, que ses parents s'en rendraient compte, qu'ils reviendraient en courant le chercher, qu'ils riraient du malentendu et le serreraient fort dans leurs bras. Après tout, qui abandonnerait un enfant de la sorte? Personne. Cela n'avait aucun sens. Mais la voiture ne freina pas. En réalité, la voiture continuait d'avancer de plus en plus vite, disparaissant peu à peu sur le chemin de terre. L'enfant garda les yeux fixés jusqu'à ce que le véhicule devienne un point distant et cesse ensuite d'exister. Ce silence, après avoir vu la voiture disparaître, fut assourdissant. Quand il réalisa que personne ne reviendrait, la panique commença à grandir en lui. Il fit un pas en arrière. Puis un autre. Soudain, il pivota sur lui-même et commença à courir à travers la maison, les yeux grands ouverts et le cœur battant à toute vitesse. Cette maison, autrefois si pleine de vie, était maintenant vide, complètement vide. Nico courut jusqu'à la porte du salon et tourna la poignée avec force. Fermée. Les mains moites. Il tenta à nouveau, cette fois avec plus de force, mais ce fut inutile. Alors, il se tourna vers la cuisine, également fermée. Le désespoir le mena dans chaque recoin de la maison, cherchant une issue, essayant de s'échapper, mais toutes les portes étaient fermées, toutes les fenêtres fermement verrouillées. C'était comme s'il avait été enfermé exprès. Ce n'est pas possible. Eux, ils n'ont pas pu m'oublier, dit Nico, haletant, debout au milieu du salon vide. Même le vieux canapé où il avait l'habitude de dormir n'était plus là. Seulement des murs nus, le sol couvert de poussière et l'écho de sa propre voix. Sans savoir quoi faire, il retourna en courant vers la fenêtre du salon, la même par laquelle il avait vu sa famille partir. La rue dehors était maintenant vide. Pas une voiture, pas un son, aucun signe de présence humaine, seulement le vent qui faisait craquer les feuilles mortes du jardin. Le petit Nico appuya son visage contre la vitre, essayant de voir quelque chose à l'horizon. Il resta plusieurs minutes, immobile, convaincu qu'à tout instant la voiture réapparaîtrait, que tout n'était qu'une erreur. Non, ils doivent revenir. Ils vont revenir. Ils ne me laisseraient pas seul ici, murmura-t-il, presque comme une prière. Mais le temps passa. Une heure entière s'écoula lentement. Rien, pas le bruit d'un moteur, pas de pas à l'entrée, pas le grincement du portail, rien de sa mère, rien de son père, aucune trace de sa sœur, Clara. Le silence était insupportable. Épuisé, l'enfant se laissa tomber au sol, le dos contre le mur. Ses yeux continuaient de fixer la rue, mais maintenant avec un éclat différent, un éclat de doute. Une confusion douloureuse commençait à l'envahir. Il essayait de trouver un sens, une explication. Peut-être qu'ils pensent que je dors sur le siège arrière. Ils ne se sont pas rendus compte que je n'étais pas monté dans la voiture, murmura-t-il, essayant de se convaincre. Sûrement Clara a joué avec son téléphone, à ses jeux stupides habituels, et n'a pas remarqué mon absence. Mais à mesure que les minutes continuaient de s'écouler, cet espoir commença aussi à s'évanouir. La théorie de la négligence innocente commençait à paraître absurde. Si cela avait vraiment été une erreur, ils seraient déjà revenus. Est-ce que tout ne rentrait pas dans la voiture et qu'ils sont allés déposer les affaires d'abord? Peut-être qu'ils m'ont dit qu'ils reviendraient et je n'ai pas entendu, murmura-t-il, essayant de trouver un fil logique auquel s'accrocher. Maman dit toujours que je dois faire plus attention, mais les heures continuaient de passer. Le ciel, auparavant bleu et dégagé, virait maintenant à l'orange.
Alors, le crépuscule teintait de lumière chaude les murs vides de la maison. Et bientôt, l'obscurité commença à s'installer. L'enfant se leva, effrayé en entendant un bruit. « Maman !» cria-t-il avec espoir, mais alors il le sentit. Ce n'était que le grondement de son estomac. Depuis qu'il s'était réveillé, il n'avait rien mangé. Il courut vers la cuisine, mais ce qu'il y trouva fut encore plus désespérant. La cuisine, comme le reste de la maison, était complètement vide. Il n'y avait pas de réfrigérateur, pas de cuisinière, pas même une bouteille d'eau ou un paquet de biscuits oubliés. Il n'y avait qu'une vieille armoire dont la porte était tombée, couverte de poussière et sentant l'humidité. Nico ouvrit toutes les portes de l'armoire, fouilla le moindre recoin, mais ne trouva rien. La seule chose qui restait était le bruit de son ventre qui gargouillait et la sensation de plus en plus forte de la soif lui serrant la gorge. Il courut jusqu'à l'évier, ouvrit le robinet. Pas une goutte, pas même un filet. L'eau aussi avait disparu. La bouche sèche commença à le gêner. Sa tête tournait. La peur commença à monter dans sa poitrine comme une vague. Il essaya à nouveau d'ouvrir les portes, de forcer les fenêtres. Il essaya même de frapper de l'épaule la porte arrière, mais ne parvint pas à l'ouvrir. Il était enfermé, totalement enfermé. La panique menaçait d'éclater, mais Nico retint ses larmes pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Ses yeux se remplirent de larmes et il se laissa glisser lentement le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol glacé du salon. Pleurant en silence, il serra ses genoux dans ses bras. La maison était sombre, froide et muette. L'endroit où il avait grandi, où il voyait sa sœur coiffer les cheveux de ses poupées, où il entendait sa mère fredonner dans la cuisine et son père se plaindre du football, n'était plus qu'une boîte vide. Pourquoi ? Murmura-t-il entre deux sanglots. Pourquoi m'ont-ils laissé ici ? Que ai-je fait ? Que ai-je fait pour qu'ils m'abandonnent ? Sans espoir, le petit Nico ferma les yeux avec force, essayant d'échapper à la cruelle réalité de cette maison vide, à la faim, à la soif, à l'abandon. Et à cet instant, quelque chose se produisit. Son esprit le transporta dans un autre temps, à un autre moment. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans l'obscurité. Il était de retour dans cette maison, mais d'une manière complètement différente. La maison était pleine de vie. Des meubles partout, des sons et des bruits rebondissaient sur les murs. L'odeur de la nourriture flottait dans l'air. Le son de la télévision venait du salon. Des voix. « But !» cria Pedro, le père de Nico, euphorique en regardant un match de football. Le cri fut accompagné d'applaudissements, de rires et de malédictions contre l'équipe adverse. Il était assis là sur le canapé comme toujours, célébrant les buts de son équipe favorite. De l'autre côté de la maison, Clara, sa sœur de 13 ans, écoutait de la musique forte et dansait dans sa chambre. Ses pas marquaient le sol avec rythme. Elle tournait devant le miroir, bougeait ses cheveux et fredonnait la mélodie avec un sourire. Dans la cuisine, Soraya, sa mère, remuait les casseroles en fredonnant une chanson quelconque, fausse, mais animée. C'était rare de l'entendre chanter, mais à ce moment-là, elle semblait insouciante, absorbée par la préparation du repas. Nico commença à marcher à travers la maison, observant chaque détail. Chaque meuble était à sa place habituelle. Le rideau bougeait doucement. La poussière s'accumulait dans les coins. Les tableaux étaient toujours de travers comme toujours. Avançant à pas lents, il arriva jusqu'à la porte de la chambre de Clara. Elle était entr'ouverte. Il la poussa doucement et en l'ouvrant un peu plus, il vit sa sœur tourner au milieu de la pièce au rythme de la musique qui sortait du téléphone. Elle était distraite, heureuse, riant seule. Ses yeux se dirigèrent alors vers le bureau. Dessus, il y avait une trousse de crayons de couleur parfaitement rangée à côté de quelques feuilles de papier pour dessiner. Nico sourit un instant. Ce moment lui rappela combien il aimait dessiner. Peut-être que pendant une minute, il pourrait revivre cela. D'une voix basse, presque un murmure, il demanda à Clara, « Puis-je prendre un crayon et une feuille ? Je veux faire un petit dessin rapidement. » La jeune fille ne répondit pas. Elle continua de danser, bougeant les épaules, les yeux fermés. Nico essaya à nouveau. « Juste un crayon. Je te jure que je ne le gâcherai pas. » Mais rien. Il le demanda une troisième fois, un peu plus fort, et encore une fois, aucune réponse.
Il ne savait pas si sa sœur ne l'entendait pas ou si elle faisait simplement semblant de ne pas l'entendre. Face au silence, il pensa qu'il n'y aurait aucun problème à prendre juste un crayon et une feuille. Avec précaution, il tendit la main et toucha la trousse. Mais dès que ses doigts frôlèrent le crayon, Clara arrêta la musique nette. Elle cessa de danser brusquement, tournant son corps vers son frère avec une expression de fureur. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, sale morveux inutile » cria-t-elle, les yeux flamboyants. L'enfant resta paralysé, bégayant. Il tenta de se justifier. « Moi, je voulais juste dessiner un peu. J'allais déjà le rendre. »« Combien de fois t'ai-je dit que tu ne pouvais pas entrer ici ?» gronda Clara. « Dégage. Sors d'ici. Ne touche pas à mes affaires, lourd. Je te l'ai dit 1000 fois. » Elle lui arracha le crayon et la feuille des mains avec brutalité, le faisant presque tomber en arrière. Les yeux de Nico se remplirent de larmes, mais malgré tout, il tenta de reculer et de sortir sans causer plus de problèmes. Avant qu'il ne puisse faire un pas, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et Soraya apparut, le visage irrité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Clara fut rapide à répondre. « Ce qui se passe, c'est que c'est inutile et bête et ruine mes affaires, dit-elle avec rage. Nico se tourna, angoissé. « Je voulais juste dessiner, maman. Juste un petit peu. » Je n'allais rien abîmer, mais Soraya ne le laissa pas finir. « Tais-toi, Nicolas » cria-t-elle, s'approchant rapidement. « Ça arrive parce que je te laisse libre dans cette maison. Dès qu'on tourne le dos, tu fais déjà des bêtises. » Elle le saisit avec force par les bras et le traîna dans le couloir, le menant à la cuisine. Nico n'opposa aucune résistance. Il était habitué. Ses pieds traînaient sur le sol tandis que sa mère le poussait jusqu'à l'évier. « Maintenant, lave toute cette vaisselle, ordonna-t-elle, désignant la pile d'assiettes et de casseroles sales. Et quand tu auras fini, je veux que ce sol brille. Compris ?» L'enfant ouvrit les yeux en voyant l'état de la cuisine. C'était un désastre total. La cuisinière était grasse, le sol plein de restes de nourriture et l'évier débordait de vaisselle sale. Sans dire un mot, il prit l'éponge et commença à frotter. C'était une partie de sa routine. Pendant qu'il lavait, Soraya continuait de donner des ordres. « Après, tu nettoies le réfrigérateur, il est dégoûtant. Tu m'entends bien ? Et plus tard, tu tondras la pelouse. On dirait une jungle. » Nico se contenta d'acquiescer sans la force de répondre, mais après quelques minutes, il ne put retenir la question qui résonnait dans sa tête. « Maman, pourquoi Clara ne fait jamais rien ? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois tout faire ?» Soraya s'arrêta un instant. Son visage se durcit. Elle regarda l'enfant froidement. « Parce que Clara ne peut pas perdre de temps avec ça. Elle a besoin d'étudier, de se reposer. Elle sera médecin un jour, elle aura une carrière brillante et toi, tu dois contribuer d'une manière ou d'une autre. » L'enfant baissa les yeux. La réponse faisait mal, mais malgré tout, il ne resta pas silencieux. « Mais moi aussi, je veux être médecin. Je peux l'être. » La mère laissa échapper un rire moqueur. « Toi, médecin ? Tu n'étudies même pas, tu ne sais même pas écrire ton nom. Mais tu ne m'as jamais emmené à l'école, » murmura l'enfant. « Si tu m'y emmenais, je te montrerai que je suis un bon élève. J'y arriverai vraiment. » Elle se contenta de secouer la tête. « J'ai essayé quand tu étais très petit, mais tu ne faisais attention à rien. Tu avais un déficit. L'école n'était pas pour toi à ce moment-là et je suis sûr que ça ne l'est pas non plus maintenant. » Nico déglutit difficilement. « Je ne m'en souviens pas, » dit l'enfant, presque en un murmure. Soraya s'approcha, les bras croisés. « Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Tu étais très petit et cela ne fait que prouver ce que je te dis. Tu ne t'intégreras jamais à l'école. Tu n'apprendrais jamais rien, » affirma-t-elle comme si elle prononçait une sentence définitive. Elle se baissa un peu pour regarder son fils dans les yeux. « La vie est ainsi, Nicolas. Certains sont nés pour occuper des postes importants, pour être médecin, avocat et d'autres sont nés pour travailler dur. Tu es né pour ça et il n'y a rien de mal à ça. Compris ? Tu devrais remercier d'avoir au moins une famille et plus que cela,
de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avenir de ta sœur qui sera médecin. Soraya se redressa. Alors, elle s'essuya les mains sur le torchon qu'elle avait accroché à son épaule et désigna l'évier plein. Maintenant, finis de laver cette vaisselle. Je veux servir le déjeuner avec cette cuisine propre. Le petit acquiesça. Oui, madame, répondit-il d'un ton automatique, sans émotion. À l'intérieur, une tristesse silencieuse grandissait, mais en même temps, une partie de lui croyait. Il croyait que sa mère avait raison. Je suis vraiment stupide, pensait-il en silence. Elle dit seulement la vérité. Le regard baissé et les doigts ridés à force de laver, l'enfant retourna au travail, nettoyant assiette après assiette, casserole après casserole. Le savon glissait dans l'évier, tout comme la fierté d'un enfant qui ignorait sa propre valeur. Soudain, un cri retentit du salon, faisant sursauter son cœur. Nicolas. C'était Pedro, sa voix sèche. Il le savait. Son père n'aimait pas attendre. Il lâcha immédiatement l'éponge et le torchon et courut vers le salon. Monsieur, dit-il en s'approchant du canapé. Pedro ne se retourna même pas pour le regarder. Les yeux rivés sur le match de football à la télévision, il tendit simplement la main avec une bouteille de bière vide. Nicolas prit la bouteille sans rien dire et courut vers la cuisine. En ouvrant le réfrigérateur, ses yeux s'illuminèrent en voyant juste à côté de la bière de son père un gâteau au chocolat. « C'est vous qui avez fait ce gâteau, maman ?» demanda-t-il, les yeux brillants, tandis que la salive s'accumulait au désir d'en goûter un morceau. Soraya le regarda sérieusement. « Oui, je l'ai fait, mais ne t'avise pas d'y toucher. Ce gâteau est pour Clara et ses amis plus tard. Si je te vois t'en approcher, tu auras affaire à moi. » L'enfant recula aussitôt. « Je n'y toucherai pas, je le promets, » répondit-il, prenant la bouteille avec précaution et sortant en hâte. Mais dans le couloir, quelque chose le fit trébucher. Une paire de chaussons roses abandonnés sur le sol, celle de Clara. Nicolas tenta de garder son équilibre, mais n'y parvint pas. Il trébucha et la bouteille en verre tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. La bière se répandit sur tout le plancher. En quelques secondes, Pedro se leva du canapé comme une bête. « Inutile !» cria-t-il, s'avançant rapidement vers l'enfant. Nicolas tenta encore de s'expliquer. « Pardon, j'ai trébuché sur les chaussons de Clara, mais son père ne voulut pas écouter. » « Maintenant, tu vas accuser ta sœur ? C'est ce que tu fais ?» cria Pedro avant que l'enfant ne puisse finir sa phrase. Avec de la fureur dans les yeux, il leva la main et lui donna une gifle au visage. Le coup fit tomber Nicolas sur le côté, portant sa main à sa joue, sentant l'ardeur de la peau rougie. Ses yeux se remplirent de larmes instantanément, mais malgré tout, il tenta de balbutier quelque chose. Pedro continua, furieux. « Tu sais combien coûte une bière comme ça ? Tu sais combien d'heures je dois travailler pour acheter un pack ?» Avant que l'enfant ne puisse dire un mot, Soraya apparut, alertée par le bruit. « Lève-toi et nettoie tout ça tout de suite, » ordonna-t-elle comme si rien ne s'était passé. « Et au passage, ramasse aussi les chaussons de ta sœur parce que si tu l'avais fait avant, comme c'est ton devoir, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était ta responsabilité, tu as compris ? Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'aime pas voir des choses traîner dans la maison. Tu vois, tu es un âne, tu n'apprends absolument rien. Je dois tout te répéter. » Nico se contenta d'acquiescer. Il ne discuta pas, ne pleura pas. Même si ses yeux menaçaient de se remplir de larmes. Il se leva simplement, les yeux brûlants et la joue encore marquée par la gifle. Il ramassa les verres brisés, nettoya la bière renversée du sol et porta la paire de chaussons de Clara jusqu'à sa chambre. Pedro, de retour sur le canapé, le regarda encore froidement et lui dit, « Et essaie de ne pas pleurer, morveux. Les hommes ne pleurent pas. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Nico comme une sentence impossible à révoquer. Ne pas pleurer, ne pas sentir, seulement obéir. Quelques minutes plus tard, Soraya apporta le plat pour le déjeuner. La table était déjà dressée. De grandes assiettes, débordantes de riz, de haricots, de viande rôtie, de légumes sautés, des boissons gazeuses et, bien sûr, le gâteau au chocolat encore intact au centre. Nico s'approcha, s'attendant à trouver une place réservée pour lui, mais il n'y en avait pas. Soraya tendit la main et lui donna une assiette plate. Dedans, à peine une cuillerée de riz,
un peu de bouillon de haricots dilué et une pâte de poulet. Tu vas manger dans le coin du salon, dit-elle. Et quand tu auras fini, tu vas nettoyer toute la maison, chaque recoin et ensuite, directement à la punition. Tu resteras là jusqu'à la fin de la journée. Aujourd'hui, tu t'es mal comporté et tu dois apprendre à connaître ta place. Si tu t'améliores demain, tu mangeras plus. Nico regarda l'assiette. C'était peu, presque rien, surtout comparé à ce que les autres mangeaient. Son estomac faisait mal, mais son âme faisait plus mal encore. Il tenta de dire quelque chose. « Maman, mais je voulais juste. » Pedro l'interrompit. « Écoute, ta mère a raison. Tout cela est pour ton propre bien. Morveux, nous t'enseignons comment est la vie. » L'enfant baissa la tête, prit l'assiette et marcha lentement vers le coin du salon. Il s'assit par terre, recroquevillé et commença à manger en silence. Pendant ce temps, les rires venaient de la table. Pedro riait fort. Clara racontait des histoires de l'école. Soraya parlait du gâteau et de la façon dont elle allait préparer la maison pour recevoir les amis de sa fille. Et Nico, là dans le coin, était invisible. Mangeant en silence, il ferma les yeux une fois de plus, disparaissant à l'intérieur de lui-même. Quand il les rouvrit, Nico réalisa qu'il n'était plus dans le passé. Il n'y avait plus de rire, ni de musique forte, ni d'odeur de nourriture dans l'air. Seulement le silence froid de cette maison vide et abandonnée où il l'avait laissée, oubliée. Il s'assit lentement, se frotta les yeux et regarda autour de lui. Il observa ses propres bras minces comme des branches sèches. Son corps rachitique prouvait que ce n'était pas la première fois qu'il avait faim. Ce n'était pas seulement cette situation. Pendant longtemps, il avait vécu entouré de nourriture qui n'était pas pour lui. Dans une maison où la nourriture abondait, il se contentait toujours des restes quand il en trouvait. Est-ce qu'ils ne m'ont jamais aimé? Pensa-t-il, une boule lui serrant la gorge, comprenant enfin la dure réalité de sa vie. Découragé, il se leva du sol et marcha lentement dans les couloirs de la maison. Ses pieds faisaient de petits bruits sur le sol poussiéreux. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Clara, un endroit qui lui avait toujours été interdit. Combien de fois avait-il entendu qu'il ne pouvait pas y entrer? Combien de fois l'avait-on chassé juste pour avoir touché la poignée? Mais maintenant la porte était grande ouverte, comme si cet espace interdit l'invitait à entrer. Et il entra. La lumière de la lune filtrait par la fente de la fenêtre et éclairait une partie de la pièce. Il y avait un silence presque sacré à l'intérieur. Nico regarda autour de lui et vit sur le sol quelque chose qui brillait sous la lumière, un crayon et une feuille de papier jetés comme s'ils n'avaient aucune importance. Il se baissa et les prit avec précaution. Il s'assit sur le sol froid, croisa les jambes et commença à dessiner. Ses traits étaient simples mais clairs. Il dessinait une voiture qui s'éloignait sur le siège arrière, des cartons et des valises. À la fenêtre de la maison, un enfant, lui-même, pleurant, la main appuyée contre la vitre. C'était ce qui s'était passé, c'était ce qui faisait mal. Et là, sur ce sol glacé, les yeux lourds de sommeil et l'âme encore plus épuisée que le corps, Nico s'endormit. Quand il se réveilla, la forte lumière du soleil traversait la fenêtre et lui frappait directement le visage. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où il était. Le papier était toujours dans ses mains. Le dessin de la nuit précédente le regardait comme un rappel cruel. Son estomac gargouillait. Sa bouche était aussi sèche que le sable. Et alors tout lui revint en force. Il était là, seul dans cette maison. Il se leva d'un bond. « Papa, maman, Clara !» cria-t-il d'une voix tremblante, courant à travers les chambres, mais il n'y eut aucune réponse, aucun son, seulement l'écho de sa propre voix. Il tenta une fois de plus de s'échapper. Il força des fenêtres, tourna des poignées, poussa des portes. Tout était fermé comme avant, comme toujours. Il pensa à casser la vitre de la fenêtre, mais vit qu'elle était trop épaisse. Ses bras, maigres et faibles, réussissaient à peine à la faire vibrer. Il commença à marcher d'un bout à l'autre, comme un animal en cage, essayant de penser à quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider. Et alors, il se souvint de la buanderie. Soraya, sa mère, disait toujours qu'il fallait économiser l'eau. Les jours de pluie, elle lui demandait de remplir des seaux au lieu d'utiliser le robinet pour nettoyer la maison. C'était une habitude à elle, une coutume qu'il connaissait bien.
Il courut jusqu'à là et son cœur manqua de sauter de la poitrine quand il vit. Il y avait un seau et il y avait de l'eau. Un sourire se forma sur son visage, peut-être le premier depuis longtemps. Sans y penser à deux fois, il s'agenouilla et plongea son visage dans le seau, buvant comme celui qui trouve une rivière au milieu du désert. L'eau était tiède, mais c'était la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis des heures. C'était un soulagement. Au moins ça, au moins pour l'instant, il l'avait. Après avoir bu jusqu'à la dernière goutte, il baissa les yeux et vit quelque chose qui le paralysa un instant. Son reflet, son visage émacié, les yeux cernés, l'expression fatiguée. C'était comme s'il voyait un autre enfant. Et en se regardant à nouveau, il fut de nouveau entraîné dans le passé, mais cette fois pas très loin. Le souvenir le ramena à 2 jours auparavant. Il était dans la buanderie, justement en train de prendre ce seau quand Soraya s'approcha et lui dit « Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de nettoyer la maison, Nicolas. » Il fut surpris. Ce n'était pas commun. Il y avait toujours quelque chose à faire. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que nous allons déménager, » répondit Soraya d'un ton sec. « Déménager ?» répéta Nicolas. Pedro, le père, apparut dans le couloir. « Oui, nous allons dans la grande ville. Un appartement tout neuf nous attend. » Soraya continua. « Aujourd'hui, au lieu de nettoyer, tu vas aider à tout emballer, à mettre les choses dans des cartons. » Oui. Commence par les vêtements de ta sœur. Elle désigna les cartons que Pedro avait laissés sur le sol du salon et lui en tendit quelques-uns. Nicolas s'enthousiasma, ses yeux s'illuminèrent. Il courut vers la chambre de Clara. Elle était allongée paresseusement, jouant avec son téléphone. Lui, il s'en fichait. Il commença à plier les robes, les t-shirts, les jupes. Il mettait tout dans les cartons avec soin et elle, bien sûr, ne cessait de se plaindre. « Ne froisse pas ma robe. Fais attention à ça. Fais attention, idiot. » Mais Nicolas ne l'écoutait pas. Il voulait juste tout bien faire. L'émotion le dominait. Il n'avait jamais quitté cet endroit. Jamais. Sa vie était cette maison, ce jardin. L'idée de vivre dans un appartement dans la grande ville lui semblait un rêve. Là-bas, je pourrais rencontrer de nouvelles personnes, me faire des amis et qui sait si on m'inscrira à l'école comme Clara, pensait-il, plein d'espoir. Mais la vérité était autre. La vérité était que rien de tout cela n'allait se produire. Loin de l'enfant, Soraya parlait avec Pedro à voix basse, presque en chuchotant. « Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le morveux ?» Pedro fut direct. « On le laisse. Pas moyen de l'emmener en ville. Là-bas, ce sera difficile de le garder enfermé. Et s'il s'échappe? Et s'il parle, on est perdu. » Clara, qui passait dans le couloir, entendit une partie de la conversation. « Alors l'agaçant Nicolas ne vient pas ?» Soraya se tourna vers sa fille avec un doux sourire. « Non, mon amour, il ne vient pas. Mais ne dis rien comme ça. Sois silencieuse. » Clara fronça les sourcils. « Et qui va s'occuper de la maison? Et qui va laver mes robes ?» Pedro répondit comme si c'était la chose la plus logique du monde. « On se débrouillera. On paiera quelques pièces à une vieille dans le besoin. Mais Nico, lui, il ne vient pas. Ça suffit de supporter cet enfant. » La cruauté de ces mots était si naturelle qu'elle passait presque inaperçue. Mais il y avait autre chose. Nicolas n'était pas leur enfant, pas de sang. Il n'était pas le frère de Clara. Il n'était pas le fils biologique de Soraya, ni encore moins de Pedro. Et alors, une fois de plus, le temps tourna. Mais maintenant, à travers les yeux de Soraya, la maison un peu plus vieille, usée, avec les murs écaillés, semblait vivante. Et comme si elle était vivante, la maison recommença à respirer. À cet instant, ce n'était plus le foyer vidé. C'était un autre temps, un autre scénario. La cuisine était remplie d'ustensiles de luxe. Des casseroles importées brillaient sous la lumière. Le salon affichait un ensemble de canapés classiques, de ceux qui semblent tout droit sortis d'un magazine de décoration. Sur les murs, de précieux tableaux ornaient chaque recoin. Et le jardin? Ah, le jardin ressemblait à un jardin botanique avec des fleurs bien entretenues, des arbustes taillés et une pelouse si verte qu'elle semblait peinte.
C'était pratiquement un manoir en pleine campagne, une ostentation isolée du monde. Mais Soraya n'était pas la propriétaire de la maison. Elle était là, oui, mais très différente. Jeune, les traits moins marqués par le temps, elle portait un simple uniforme de femme de ménage, un tablier blanc sur une robe bleu marine, les cheveux tirés en un chignon et les yeux attentifs à tout autour d'elle. À pas silencieux, elle se dirigea vers le jardin, regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne la voit, puis sortit son téléphone de la poche de son tablier. Elle composa rapidement et passa un appel. « Ils sont en train de sortir, Pedro. Notre avenir est assuré, dit-elle d'un ton froid, presque triomphant. » Quelques minutes plus tard, un bruit violent rompit le silence de l'après-midi. Des pneus qui crissent, des cris étouffés, puis un fracas métallique comme un coup de tonnerre frappant le sol. Une voiture avait fait des tonneaux dans le ravin près de la propriété. Pedro, qui était garé à proximité avec sa propre voiture, accéléra jusqu'au lieu de l'accident. Il freina brusquement et regarda le siège arrière où se trouvait la petite Clara, âgée d'accent grave peine 3 ans, endormie. Il sortit de la voiture et s'approcha des débris. Le véhicule renversé avait le capot détruit et les fenêtres brisées. À l'intérieur, un bébé pleurait. Il était vivant. Le téléphone de Pedro sonna. C'était Soraya. J'ai entendu le bruit. Ils sont morts? Demanda-t-elle de l'autre bout du fil. Oui, répondit Pedro. Mais le bébé est vivant. Il pleure. Je le laisse ici. Je doute que quelqu'un passe par cette zone bientôt. Si je le laisse, il va aussi mourir. Soraya garda le silence quelques secondes, puis répondit, ne le laisse pas là. Ramène-le. Ce bébé pourrait servir. Et c'était la vérité. Cette maison ne leur avait jamais appartenu. Elle était aux vrais parents de Nicolas, à ceux qui aimaient l'enfant dont Soraya et Pedro s'étaient débarrassés sans pitié ni remords pour s'emparer de ce qui leur appartenait. Ils prirent la maison, les biens, la structure, le confort. Pendant des années, ils profitèrent de tout cela. Mais maintenant que la maison était délabrée, les meubles vieux, les tableaux vendus, ils étaient prêts à partir. Pedro hésitait encore. Il n'y a qu'un problème. Et s'il retrouve l'enfant plus tard? Soraya laissa échapper un rire froid. Et qui crois-tu qui va venir jusqu'à ce coin perdu, Pedro? Le nouveau propriétaire a voulu tout faire par Internet. Quand ils arriveront, cette peste de Nicolas sera déjà morte. Sa voix sonnait comme du poison glissant sur les lèvres. Et comme nous avons fait disparaître tous ces documents, comme personne ne l'a jamais vu en dehors de cette maison, ils penseront que c'était juste un gamin de la rue, un intrus qui est entré et est mort de faim. Et d'ici là, nous serons déjà loin. Personne ne nous demandera d'explications. Et ainsi, ceux qui se disaient parents, ceux qui firent semblant de prendre soin de Nicolas, préparèrent leur départ. Calmement, ils chargèrent tout ce qui pouvait encore servir dans un camion. Le reste, ils le mirent dans la voiture. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla plein d'espoir. Il avait passé la nuit à rêver de la grande ville, de l'école, d'une chambre juste pour lui. Mais en ouvrant les yeux, il n'y avait personne. Ni Pedro, ni Soraya, ni Clara n'étaient là. Il l'avait laissé derrière. De retour au présent, l'enfant se recroquevillait dans la solitude de cette maison qui fut autrefois le théâtre de tant de tromperies. Avec seulement un seau à ses côtés, il commençait à désespérer. Il tentait par tous les moyens de trouver une issue, mais tout était fermé. Sa force s'épuisait à chaque tentative. Son corps ne répondait plus bien. Et alors, 5 jours passèrent. Dans une autre partie de l'État, une voiture modeste parcourait les chemins de terre. Au volant, Hector, un homme d'un peu plus de 30 ans, bien habillé, avec un sourire serein sur le visage. Il n'était pas millionnaire, mais c'était un entrepreneur établi menant une vie confortable. Il parlait avec animation au téléphone, en mode main libre. « Je n'arrive pas à croire que tu vas vivre dans ce coin perdu du monde, » disait sa sœur, riant de l'autre bout du fil. Hector rit aussi. « J'ai besoin de me reposer. Passer quelques mois plus près de la nature, loin du tumulte de la ville, ça va me faire du bien. » « Mais tu as déjà vu cette maison en personne? » demanda-t-elle avec méfiance. « À vrai dire, je ne l'ai pas. Je l'ai achetée sur Internet. » « Comment ça? » s'exclama-t-elle. «
Tu as acheté une maison sur Internet, Hector? Calme-toi, dit-il en riant. J'ai vu beaucoup de photos, de vidéos, je les cherchais sur Google Maps et le prix était excellent. Les anciens propriétaires voulaient déménager dans un endroit plus central. J'ai saisi l'occasion. J'espère que ce n'est pas une arnaque, murmura-t-elle. Reste tranquille, j'aime ce style plus classique. La maison a une bonne structure. Elle n'a besoin que de quelques réparations et toute la documentation était en règle. Mais l'appel fut coupé aussitôt. Hector était entré dans une zone sans signal. Il raccrocha le téléphone et se concentra sur la route. Il conduisit encore quelques heures à travers des paysages ruraux jusqu'à ce qu'il arrive enfin. Devant lui, une immense propriété, une maison qui fut autrefois un véritable manoir de campagne. Elle avait maintenant l'air abandonnée avec des fenêtres couvertes de poussière, des murs écaillés et un portail qui grinçait au gré du vent. Malgré cela, Hector sourit. Elle aura besoin d'une bonne rénovation, dit-il en retirant les clés du contact. Mais je vais transformer cette maison en un foyer. Il descendit de la voiture, arrangea son manteau et marcha vers l'entrée principale sans imaginer ce qui l'attendait vraiment à l'intérieur. Mais avant de continuer notre histoire et de découvrir ce qui est arrivé au petit Nicolas, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette de notification. Ainsi, YouTube vous alertera chaque fois que nous téléchargerons une nouvelle histoire. Et dites-moi, pensez-vous que les enfants devraient faire des tâches ménagères? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires et au passage, dites-moi si vous préférez la campagne ou la ville. Je marquerai chaque commentaire d'un joli cœur. Maintenant, revenons à notre histoire. Hector s'arrêta un instant devant la porte principale de l'ancienne maison. Le son du vent sifflant entre les arbres créa une bande-son étrange et inquiétante. Il respira profondément, essayant de calmer l'anxiété qui l'envahissait depuis qu'il était entré sur ce chemin de terre. Il plongea sa main dans sa poche et en sortit le trousseau de clés qu'il avait reçu par la poste. Les clés tintèrent entre ses doigts. « Voyons voir comment c'est à l'intérieur, » dit-il, presque comme s'il s'encourageait. Il tourna la clé avec précaution. La vieille serrure offrit une certaine résistance avant de céder avec un claquement sec. Hector poussa fermement la porte et elle s'ouvrit lentement, grinçant bruyamment, comme si elle protestait à l'idée de laisser entrer quelqu'un de nouveau. Mais ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas exactement ce à quoi il s'attendait. L'espace était vide. Pas de meubles, pas de tableaux, aucune trace de vie récente. Seul l'écho de ses pas remplissait l'ambiance abandonnée. Cependant, ce n'était pas le manque d'objets qui le dérangeait. C'était autre chose, quelque chose d'invisible, mais présent. Un poids dans l'air, un froid étrange lui parcourant le dos et hérissant les poils de ses bras. Il s'arrêta une seconde et recula d'un pas, comme si son propre corps tentait instinctivement de l'avertir que quelque chose n'allait pas là. Cette maison semblait factice, comme si elle cachait un secret. L'entrepreneur secoua la tête, essayant d'éloigner les pensées sombres. « Pas de bêtises, Hector, » murmura-t-il, essayant de paraître logique. « C'est juste une maison négligée. Elle a besoin d'un coup de peinture, rien de plus. » Il posa le pied droit à l'intérieur et se força à marcher, respirant profondément. Il continua d'explorer l'intérieur de la propriété, les longs couloirs, les pièces vides, la cuisine avec les vieux meubles. Tout semblait figé dans le temps, mais curieusement, il n'y avait ni saleté, ni débris, pas même de poussière accumulée. C'était comme si la maison était inoccupée, mais entretenue avec un certain soin. « Que c'est étrange, elle a l'air propre, » murmura-t-il. Est-ce que les anciens propriétaires sont venus lui donner un coup de neuf avant de partir? C'est alors qu'il l'entendit. Un son faible, presque imperceptible, un léger martèlement rythmique et constant. Il fronça les sourcils, essayant d'identifier. Mais qu'est-ce que c'est? Il fit silence. Il tendit l'oreille, attentif. Le son venait d'une des pièces au fond du couloir. À mesure qu'il s'approchait, le bruit devenait plus clair, plus réel, comme si quelqu'un frappait ou tentait d'attirer l'attention. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Elle bougeait légèrement, oscillant d'avant en arrière comme si une brise la poussait, mais la fenêtre de la pièce était fermée. Le vent, pensa-t-il, vraiment? Son cœur commença à battre plus vite. Une sueur froide apparut sur son front. Il le sentait par instinct. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait tout.
La main tremblante, il poussa lentement la porte et la scène qu'il vit fit que le monde s'arrêta. Sur le sol, allongé sur le côté, il y avait un enfant si maigre qu'on voyait les os sous la peau, les lèvres gercées, les yeux cernés, sans éclat. Le corps tremblait légèrement. C'était lui qui frappait de la paume faible de sa main contre la porte. Hector porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, dit-il en état de choc. L'enfant tourna le visage avec difficulté. Ses yeux larmoyants se fixèrent sur les siens. La voix sortit faible, un murmure qui ressemblait à peine à un souffle de vie. « Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. » Hector se figea une seconde. 1 million de questions envahirent son esprit. Qui était cet enfant? Pourquoi était-il là? Comment quelqu'un avait-il pu le laisser seul dans cet état? Mais il ne pouvait pas perdre de temps. Il fit demi-tour et courut à travers la maison. Ses pas résonnèrent comme le tonnerre dans les couloirs vides. De la chambre, Nicolas le vit s'éloigner par la fente de la porte, entendant l'écho de sa course. Les larmes coulaient sur ses joues desséchées. Il m'avait aussi abandonné, pensa-t-il, la poitrine brûlante de douleur comme les autres. Son corps ne répondait plus. Il pouvait à peine bouger les doigts. Sa tête pesait, son estomac faisait mal. Il sentait que son destin était scellé. Il était prêt à fermer les yeux et à ne jamais se réveiller. Mais alors, des pas rapides, fermes, revenaient en direction de la pièce. Hector était revenu. Il tenait dans ses mains une bouteille d'eau, quelques fruits et un sac de couchage. Il avait apporté de la voiture tout ce qu'il pouvait. Il s'était préparé à passer plusieurs jours dans cette maison. C'est pourquoi le coffre était plein d'articles de survie. Mais il n'avait jamais imaginé, même dans ses pires cauchemars, trouver un enfant presque sans vie à l'intérieur. Nicolas leva les yeux et en voyant l'homme s'approcher, sentit une chaleur timide dans sa poitrine. Bien que faible, il sourit. Un léger sourire mais qui en disait long. Hector s'agenouilla rapidement, étendit le sac de couchage sur le sol et souleva l'enfant avec le plus grand soin. Son cœur se serra en sentant à quel point ce corps était léger. « Tu n'es qu'un fil », pensa-t-il, effrayé par la fragilité qu'il tenait dans ses bras. Il installa Nicolas sur le sac de couchage, ouvrit la bouteille et la porta à sa bouche. « Doucement, doucement », dit-il pendant que Nicolas buvait désespérément. « Tout va bien se passer. Je vais t'aider. » Nicolas s'étouffa un peu avec l'eau mais se stabilisa rapidement. Hector coupa un petit morceau de pomme et le lui offrit. « Mange doucement. Tranquille, champion. » Nicolas prit le morceau avec difficulté, le mâcha lentement. Le goût sucré de la pomme emplit sa bouche comme un miracle. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était la vie. Il était impossible de se souvenir de la dernière fois qu'il avait goûté quelque chose de pareil. Depuis tout petit, les fruits et les bons aliments n'étaient jamais pour lui. Clara mangeait, il observait. Et maintenant, après 5 jours sans rien porter à la bouche, ce morceau de pomme était une bénédiction. Nicolas regarda Hector, les yeux brillants. Sa voix sortit basse mais pleine d'émotion. « Merci. » Hector déglutit. « Tu vas aller bien, je te le promets. » Hector resta à côté de l'enfant, toujours surpris par tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il l'aidait à manger, il regarda par la fenêtre et vit le ciel changer de couleur. Le soleil était déjà sur le point de se coucher à l'horizon, teintant le ciel de teintes orange et rougeâtres. L'entrepreneur pensa sérieusement à prendre la voiture et à emmener l'enfant directement à l'hôpital, mais il connaissait bien la région. L'hôpital le plus proche était à des heures de route et il était lui aussi épuisé par le long voyage. Conduire dans cet état serait risqué. « Nous allons devoir rester ici cette nuit, mais ne t'inquiète pas, il y a de l'eau, de la nourriture, des couvertures chaudes. Tout va bien se passer, » dit-il, essayant de transmettre de la sécurité. Nicolas, les yeux encore lourds et le corps faible, répondit seulement doucement. « Merci. » C'était le seul mot qu'il pouvait répéter, le seul qu'il connaissait pour exprimer ce mélange de soulagement, d'étrangeté et d'espoir. La gratitude sortait de sa bouche sans filtre, bien qu'il n'arrivait toujours pas à croire entièrement ce qui se passait. Hector passa les minutes suivantes à décharger tout de la voiture. Il apporta plus de couvertures, des lampes de poche, des conserves, le petit réchaud portable et d'autres articles. Il créa un coin confortable pour Nicolas dans la chambre la moins humide de la maison, improvisant une sorte de refuge sûr.
Il était décidé à ne pas laisser cet enfant passer une autre nuit affamé, frigorifié ou effrayé. L'estomac un peu plus rempli et avec un peu plus de force, Nicolas leva la tête et regarda l'homme avec curiosité. « Pourquoi ? Pourquoi vous m'aidez » demanda-t-il, la voix encore rauque. Hector sourit, s'asseyant à ses côtés. « Parce que c'est ce qu'il faut faire. Un enfant comme toi a besoin de soins. » Le garçon cligna lentement des yeux. Ce mot, soin, il ne savait pas bien ce que cela signifiait. Soraya et Pedro disaient qu'ils prenaient soin de lui, mais ce qu'ils faisaient était tout le contraire. Ils utilisaient ce terme pour justifier les cris, les punitions, la violence et les privations. Quelques heures passèrent. Le ciel s'obscurcit complètement. Nicolas mangea petit à petit, lentement jusqu'à ce qu'il puisse s'asseoir plus fermement. Son expression était fatiguée, mais il y avait un éclat différent dans ses yeux, une étincelle qui ne s'était pas allumée depuis longtemps. Hector prépara un coin propre de la maison et y installa un espace pour dormir. Il plaça Nicolas à cet endroit et sans s'éloigner, s'allongea de l'autre côté pour que l'enfant se sente en sécurité. Ce fut la première nuit depuis longtemps que le petit dormit sans peur. Le lendemain matin, le soleil éclairait doucement la campagne environnante. Nicolas se réveilla en ressentant une légèreté dans son corps qui semblait impossible la veille. Ses yeux, encore petits, s'ouvrirent lentement. Il regarda autour de lui, étrange par le silence, mais alors il le sentit. Une odeur délicieuse venait de l'extérieur. Il sortit avec précaution dans le jardin et vit l'homme qui l'avait sauvé, préparant un petit déjeuner sur une couverture étendue directement sur l'herbe. Il y avait du pain, des fruits, un thermos de thé chaud et même un pot de confiture. Nicolas resta immobile, observant simplement. Son corps réagissait avec la faim, mais son esprit se bloquait. Jamais auparavant, il n'avait été invité à table. Jamais il n'avait eu la permission de s'asseoir à côté de Pedro, Soraya ou Clara. Il mangeait toujours debout, en cachette, dans le coin de la cuisine ou accroupi dans un coin du salon. Hector remarqua le regard incertain de l'enfant et sourit. « Viens manger avec moi, je l'ai préparé pour nous, dit-il naturellement. Nicolas n'en put plus. Il courut vers lui, lui jeta les bras autour du cou et commença à pleurer. « Merci. Merci. » répétait-il d'une voix étranglée, en sanglotant sur la poitrine de l'homme. L'entrepreneur lui caressa les cheveux et répondit avec tendresse, « Tu as déjà assez remercié, maintenant il est temps de profiter. » Ils s'assirent ensemble sur l'herbe. Nicolas mangeait lentement, essayant de savourer chaque bouchée. C'était comme découvrir une nouvelle dimension de la vie. Pendant qu'il mangeait, Hector l'observait, attendant le bon moment pour parler de quelque chose d'important. « Après le petit déjeuner, nous allons aller en ville. Je veux t'emmener à l'hôpital pour voir si tu vas bien et j'ai aussi besoin de chercher ta famille, dit-il calmement. L'effet fut immédiat. Nicolas se recroquevilla, détourna le regard et s'éloigna un peu. La panique apparut sur son visage comme un éclair. Hector fut surpris. « Tu ne veux pas voir ta famille » demanda-t-il. « Ce sont eux qui t'ont laissé ici comme ça » Nicolas ne dit rien immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes, alors il acquiesça lentement. Hector respira profondément, s'agenouilla à côté de l'enfant et, d'une voix basse et ferme, dit « Tu peux me faire confiance ? Je suis là pour te protéger et personne ne te fera plus de mal. Tu m'entends ? Mais pour cela, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Nicolas le regarda dans les yeux. Pour la première fois, il vit de la fermeté sans dureté, de la force sans violence. Et alors, il commença à parler. Il raconta comment il vivait enfermé dans la maison, comment il n'avait jamais été inscrit à l'école, comment il dormait toujours sur le canapé, affamé et frigorifié. Il raconta les punitions, les humiliations, les assiettes séparées, l'indifférence de Clara, les cris de Pedro, les ordres cruels de Soraya. Il parla de tout et chaque mot coupa Hector comme un couteau. L'entrepreneur l'écouta en silence. Quand l'enfant eut fini, il lui prit délicatement le menton et lui releva le visage. « Personne ne te fera plus de mal. Pas tant que je serai là. Je te le promets. Ces gens ne s'approcheront plus de toi. » L'enfant acquiesça. Alors Hector proposa, « Nous allons prendre quelques affaires à l'intérieur. J'ai laissé des choses dans la chambre et ensuite nous irons en ville. Je suis sûr que tu vas aimer. »
Nicolas sourit timidement et suivit l'homme. Mais en rentrant dans la maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il marchait dans la vieille pièce, Hector trébucha sur une planche lâche au sol. Le morceau de bois était légèrement surélevé, désaligné avec le reste du plancher. « Oups !» s'exclama l'homme en se baissant pour l'examiner. Nicolas regarda et dit « Ma mère disait toujours à mon père de réparer ça, mais il ne le faisait jamais. » Hector passa sa main sur le bois et remarqua qu'il bougeait étrangement. Curieux, il tira doucement et alors le sol s'ouvrit. Une entrée secrète se révéla sous le plancher, un espace sombre avec un trou qui descendait directement sous la maison. Hector resta perplexe. Il y a quelque chose là-dessous. Nicolas s'approcha, les yeux grands ouverts. Ça a toujours été là. Hector le regarda. Vous ne saviez pas pour cet endroit? L'enfant regarda Hector, les yeux écarquillés et secoua la tête. Personne ne savait ça? Demanda l'entrepreneur, stupéfait. Nicolas répéta simplement le geste, indiquant que non. Sans perdre de temps, Hector sortit de sa poche une petite lampe de poche qui faisait partie de son équipement de camping. Il posa un genou au sol et pointa la lumière vers l'ouverture. « Je vais descendre. »« Tu viens ?» demanda-t-il, regardant l'enfant sérieusement. Nicolas hésita. À l'intérieur, il ressentait un mélange de peur et de curiosité. Cet endroit avait été sa maison toute sa vie et pourtant il n'avait aucune idée qu'il existait quelque chose de caché là-dessous. Il respira profondément, ravala son incertitude et ensuite acquiesça. Ils descendirent prudemment par l'ouverture. L'ambiance était sombre, mais la lampe de poche d'Hector éclairait suffisamment pour révéler les contours d'une pièce secrète. Quand ils mirent enfin les pieds là-bas, tous deux restèrent figés. C'était comme si le temps s'était arrêté. La salle souterraine était remplie d'objets brillants. Plusieurs tableaux recouverts de plastique protecteur étaient appuyés contre les murs. Hector en reconnut immédiatement certains. C'étaient des peintures anciennes de grande valeur qu'il n'avait vues que dans des catalogues ou des musées. En plus des tableaux, il y avait de l'argenterie qui brillait sous la lumière de la lampe de poche, des bijoux soigneusement rangés dans des écrins rembourrés, des pierres précieuses et des lingots d'or. « Mon Dieu, ça vaut une fortune !» s'exclama l'entrepreneur, portant la main à sa bouche, complètement stupéfait. Nicolas ne pouvait pas détacher ses yeux de ce scénario. C'était comme être devant un monde qu'il n'avait jamais imaginé existait. Et en même temps, tout cela avait été là, juste sous l'endroit où il avait dormi tant de nuits sur le canapé du salon. Ils marchèrent lentement, observant chaque détail. Dans un coin de la pièce, Hector trouva une étagère en bois vieilli et là, parmi des objets couverts de poussière, il y avait un cadre photo avec une photographie. C'était une photo d'un couple souriant debout devant cette même maison, mais restaurée, belle, vivante. La femme tenait un bébé dans ses bras. Tous les trois semblaient heureux. Nicolas s'approcha et la regarda fixement. Il sentit quelque chose dans sa poitrine, un frisson. Cette image remuait quelque chose en lui comme si elle faisait partie de lui. Juste à côté de la photo, il y avait un vieux carnet à couverture en cuir vieilli par le temps. Hector l'ouvrit avec précaution. C'était un journal écrit d'une écriture féminine. Il commença à lire à voix haute avec la lampe de poche posée sur son épaule. « Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie. Nous avons découvert que nous allons avoir un enfant. Nous l'appellerons Nicolas en hommage à mon père. » Nicolas, immobile, ouvrit les yeux en grand. Hector continua. Le journal parlait de la grossesse, de la naissance du bébé et de la vie heureuse dans cette maison. La femme racontait les détails de l'arrivée des nouveaux employés. Soraya, la nouvelle employée de maison, avec sa fille Clara et Pedro, le jardinier. Le silence qui suivit la lecture fut pesant. Nicolas ne dit rien immédiatement, mais la vérité se dessinait en lui avec une clarté poignante. Ces personnes, Pedro, Soraya, Clara, n'étaient pas sa famille. Il lui avait tout volé, même son origine. Eux, ils m'ont tout pris, murmura Nicolas d'une voix brisée. Hector ferma lentement le journal, le regard grave. Nous devons aller à la police maintenant. Sans perdre de temps, il aida Nicolas à monter. À peine sorti de la maison, l'entrepreneur appela sa sœur tout en conduisant vers la ville. Avec le haut-parleur activé, il lui raconta tout ce qu'il avait découvert. De l'autre bout du fil, la femme réagissait terrifiée, n'arrivant pas à y croire. Cet enfant a besoin d'aide d'urgence.
tu dois dénoncer ces monstres, Hector. Pendant ce temps, dans cette même ville où Hector se dirigeait avec Nicolas, dans un petit appartement exigu, Soraya se plaignait à voix haute depuis la cuisine. Mon Dieu, que de vaisselle! Je n'arrive pas à suivre. Je me suis fait les ongles aujourd'hui. Comment suis-je censé laver tout ça? Clara! Cria-t-elle, irritée. Clara apparut, son téléphone à la main, s'arrêtant à la porte de la cuisine. En voyant l'état de l'évier, elle roula des yeux. Oh maman, je ne vais rien laver. Je ne sais même pas comment faire. Et c'était votre idée de laisser le morveux de Nicolas derrière. Au moins, il servait à ça. Pedro apparut du salon, se dirigeant vers le réfrigérateur. Ne me regarde même pas. Je suis déjà irrité de devoir me lever pour chercher ma bière. Soraya souffla. Il faut embaucher une employée d'urgence. Pedro grommela. Et avec quel argent, femme? Le loyer ici n'est pas bon marché. Et si on dépense ce qui reste de la vente de cette vieille maison, on va être ruiné. Cette maison tombait en ruine. On n'a même pas eu un bon prix. Mais il va falloir trouver une solution. On ne peut pas vivre comme ça, rétorqua Soraya, les bras croisés. Pedro réfléchit un instant et marmonna. On pourrait peut-être faire un autre coup. Il y a beaucoup de vieux idiots dans cette ville. On pourrait peut-être trouver du travail avec un patron millionnaire. Revenir être employé. Jamais. Cria la femme, indignée. Moi non plus, je ne veux plus tondre le gazon, répondit Pedro. Mais si c'est pour peu de temps, on peut tromper quelqu'un. En attendant, Clara devra aider aux tâches. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis un homme. Ce genre de travail n'est pas pour moi. Avant que la discussion ne s'enflamme davantage, Clara, qui s'était éclipsée pour ne pas laver la vaisselle, cria depuis le salon, « Papa, maman, venez tout de suite, c'est urgent. » Les deux coururent. Quand ils entrèrent dans le salon, leurs visages devinrent pâles en voyant l'image à la télévision. Aux informations, le journaliste parlait d'un ton sérieux. Un enfant a été trouvé dans un état déplorable à l'intérieur d'une ancienne propriété rurale. Le mineur était seul et dénutri. Le plus surprenant, à ses côtés, une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars a été découverte, cachée dans une pièce souterraine secrète de la maison. La fortune était dissimulée sous une planche de sol lâche. Pedro ouvrit les yeux, bouche bée. Des millions de dollars? Où était tout ça? Comme si le journaliste lui répondait directement, la note continua. La police a confirmé que la pièce secrète était protégée par une structure cachée, camouflée avec des planches. L'enfant, identifié comme Nicolas, a été transporté à l'hôpital et se trouve dans un état stable. Pendant ce temps, toute la fortune est sous protection officielle jusqu'à ce que la justice détermine son sort légal. Soraya se frappa le front. Imbécile, je t'avais dit de réparer cette planche. Si tu l'avais fait, nous serions maintenant multimillionnaires. J'ai toujours su que les parents de Nicolas avaient plus d'argent qu'ils ne le montraient. Ces petits tableaux au mur n'étaient qu'une façade pour tromper les idiots et ils nous ont trompés. Le vrai argent était juste sous nos pieds toutes ces années. Le couple commença à se disputer avec véhémence, échangeant accusations, cris et insultes. Mais Clara, qui observait tout en silence, se tourna, les yeux brillants de cupidité, puis cria, impatient. Ça suffit. Si cette fortune était dans notre maison, alors cette fortune est à nous. Soraya s'arrêta un instant, pensive, puis acquiesça fermement. C'est ça. Cette fortune est à nous, dit-elle, les yeux grands ouverts par l'ambition. Pedro semblait encore hésiter. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il comme quelqu'un qui attend un ordre. Soraya fut directe, le visage sérieux et la voix ferme. On va à l'hôpital, on va récupérer notre petit garçon et après on annule la vente de la maison. Tout cela nous appartient de droit. Pendant ce temps, à l'hôpital de la ville, Nicolas se rétablissait étonnamment bien. Son visage, auparavant émacié, retrouvait des couleurs. Son expression restait triste mais moins désespérée. Il avait mangé, bien dormi et était sous soins médicaux. Malgré tout, au fond de lui, l'enfant portait le poids d'une enfance récente et cruelle. Hector était toujours à ses côtés, le soignant avec délicatesse, lui demandant comment il se sentait et tenait à être là tout le temps.
Quand Nicolas pleurait, il lui tenait la main. Quand l'enfant se taisait, il respectait le silence. C'était une présence constante qui transmettait de la sécurité. Dans l'un de ces moments de calme, Nicolas regarda Hector, les yeux pleins de larmes et lui demanda doucement, « S'ils ne sont pas mes parents et que les vrais ne sont plus là, veux-tu être mon nouveau papa ?» Hector resta immobile. La question le transperça comme une flèche au cœur. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit à la réception interrompit le moment. Des portes qui s'ouvrent brusquement, des voix, des cris. C'était Soraya, suivie de Pedro et Clara, entrant comme une troupe désordonnée. « Où est mon enfant ?» criait Soraya d'une voix dramatique et fausse. « Je suis venu chercher mon cher petit garçon, mon petit amour. » Pedro venait juste derrière sur le même ton théâtral. « Où est mon fils, notre Nicolas ? Nous devons le protéger. » Clara, comme une sœur affectueuse, agitait une trousse de crayons de couleur dans ses mains. « Petit frère, regarde, j'ai apporté des crayons. On peut dessiner ensemble, tu te souviens ?» Dans la chambre, Nicolas entendit les voix et pâlit. Son corps trembla. Il serra les draps avec force. « Ce sont eux. Ils sont venus me chercher. Ils vont me frapper, murmura-t-il, paniqué. Hector, ferme, s'agenouilla près de l'enfant et posa sa main sur son épaule. « Personne ne te fera de mal, Nicolas. Je te l'ai promis et je le tiendrai. » Il se leva, résolu et sortit de la pièce. Dans le couloir, Pedro le reconnut immédiatement. Il avait vu sa photo aux informations à la télévision. Il s'approcha avec un sourire forcé. « Alors, c'est toi ?» dit Pedro, essayant de paraître amical. « Écoute, mon ami, tout n'était qu'un malentendu. Nous allons te rendre l'argent, annuler la vente de la maison et ramener notre cher petit garçon. Il s'était juste perdu dans la forêt. » Soraya le soutint. « Oui. Et comme tu as trouvé notre cher enfant, nous avons même pensé à te donner une récompense quand nous serons de retour chez nous, bien sûr pour nous occuper de notre fortune. » Pendant qu'il parlait, Nicolas apparut derrière Hector, se cachant timidement derrière ses jambes. Il regardait les trois avec terreur. Pedro et Soraya, feignant la tendresse, tendirent les bras. « Viens avec maman, mon amour. Fils, tout va bien maintenant. Viens avec nous, » ajouta Pedro. Hector, gardant son calme, se tourna vers le commissaire qui suivait l'affaire. Le commissaire demanda, « Alors, vous êtes Soraya et Pedro ?» Les deux acquiescèrent avec assurance. Clara compléta. « Je suis sa sœur. Il s'appelle Nicolas. » Pedro anticipait déjà ses intentions. « Donnez-nous la clé de la maison. Maintenant que tout est redevenu normal, nous allons prendre soin de notre trésor. » Mais c'est à ce moment précis que le commissaire leva la main et dit à voix haute, « Officier, menez les deux et emmenez la jeune fille dans un centre d'accueil. » Le trio se figea. « Quoi ?» cria Soraya. « C'est une erreur. » Pedro se débattit. « Nous l'avons élevé. Nous avons pris soin de lui. Nous sommes ses parents et les propriétaires de cette maison, de cette fortune. » Le commissaire fut ferme. « Vous êtes arrêté pour maltraitance d'enfants, tentative d'homicide, faux et usage de faux, vol et meurtre d'un couple. Vous avez abandonné cet enfant pour qu'il meure. La seule chose que vous allez posséder maintenant, c'est un vieil uniforme de prison. » Hector, regardant directement dans les yeux de Pedro et Soraya, parla avec fermeté. « Tous vos crimes ont été découverts. Maintenant, vous allez pourrir en prison. » Clara tenta de résister. « Je suis mineur. Vous ne pouvez pas m'arrêter. » Le commissaire la corrigea. « Comme je l'ai dit, tu iras dans un centre d'accueil et là-bas, tu apprendras ce qu'est la vraie vie. » Soraya criait, se débattant entre les bras des agents. Pedro insultait, essayant de se libérer. Clara pleurait comme jamais, mais en vain. Tous les trois furent emmenés, les deux adultes directement en prison. Clara, sans privilège, dans un refuge où pour la première fois, elle devrait laver ses propres vêtements et nettoyer sa propre assiette. Quelques jours plus tard, l'hôpital était silencieux. Nicolas s'était assis sur le lit, regardant par la fenêtre. Hector s'assit à ses côtés et avec un sourire serein, répondit à la question qui était restée en suspens. « Oui,
Nicolas, je veux être ton papa. L'enfant sourit et ce sourire fut comme un soleil naissant dans le cœur d'Hector. L'enquête confirma tout. Nicolas était l'héritier légitime de la fortune cachée dans la maison. Les documents originaux apparurent. Tout fut mis à son nom et placé sous tutelle jusqu'à sa majorité. Hector ne toucha pas un seul centime. Son propre argent était suffisant pour leur offrir une belle vie à tous les deux. Ils retournèrent à l'ancienne maison, mais cette fois avec de nouveaux yeux. Ils la rénovèrent entièrement, peignirent les murs, restaurèrent le jardin. Cet endroit qui abritait autrefois peur et silence vibrait maintenant d'amour, de vie et de chaleur. Nicolas cessa d'être l'enfant maigre et éteint. Il commença à prendre du poids, à sourire davantage, à dormir en paix. Pour la première fois, il avait un vrai foyer. Avec le temps, Hector rencontra une institutrice qui devint non seulement sa compagne, mais aussi une mère aimante pour Nicolas. L'enfant, bien qu'il n'ait jamais été à l'école, se révéla être un génie. Il apprenait tout rapidement. Il enchantait les professeurs et des années plus tard, avec effort et dévouement, il devint médecin. Clara, en revanche, en sortant du centre, refusa toute opportunité de changer. Elle s'engagea avec de mauvaises fréquentations, commit des délits et finit en prison. Elle se retrouva derrière les barreaux où par ironie du destin, elle retrouva sa mère Soraya, maintenant vieillissante, malade, détruite de l'intérieur comme de l'extérieur. Car au final, la justice peut tarder, mais elle arrive toujours. Et comme dit le vieux proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Commente, petit Nicolas, pour que je sache que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette histoire et je marquerai ton commentaire d'un joli cœur. Et tout comme l'histoire de notre petit Nicolas, j'en ai une autre encore plus émouvante à te raconter. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran et je te raconte tout. Un gros bisou et à la prochaine histoire émouvante.